Bonjour, quel bonheur de se retrouver ici à Lyon ce matin. C'est une ville très attractive, sans doute une des plus attractives de France, avec 6 millions de visiteurs par an, 500 000 personnes habitent ici à Lyon, entre Saône et Rhône. Et nous allons avoir un guide de choix ce matin. C'est une personnalité qui est très aimée des Français. Regardez, il s'agit de ce petit bonhomme qu'on va retrouver dans un instant. On est là pour boire un coup, taper main, pour faire des fous et pour se reboire un coup. Les pompiers nous verront, nous boire un coup, et puis même un bon coup et rigoler entre nous. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Catherine. Parce que le petit bonhomme là qu'on vient de voir, c'est bien vous. Hein. C'est bien moi. Bon, vous avez fait un petit peu de parcours là depuis, hein? Oui, un petit peu. Oui, J'ai commencé tôt. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de déterminisme? Je sais pas, en tout cas de passion. Ouais. Dès le départ, et une espèce de déclenchement comme ça, un truc où je me suis dit c'est le métier que je veux faire. Lyon, c'est vraiment votre ville de cœur. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette ville? C'est la première ville du Sud. C'est la deuxième ville Renaissance après Venise. C'est une ville d'histoire, Lyon. Chaque fois qu'on lève la tête, on trouve quelque chose d'historique. Comme je suis très curieux, j'aime m'y promener, j'aime l'histoire de Lyon aussi avec la colline qui prie, la colline qui travaille. C'est vrai que c'est une ville où je me sens bien et qui me régénère. Alors, vous avez choisi les lieux où nous allons nous rendre durant tout ce thé au café. Et alors, là, on est face à une façade de théâtre. Donc, on est fin 19e. Oui, c'est très beau, très classique. Théâtre à l'italienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est le théâtre des Célestins. Et quand je passais devant, quand j'étais étudiant ici à Lyon, j'allais voir déjà des spectacles. J'avais vu Lucchini, j'avais vu Michel Bouquet, j'avais vu Christian Clavier Lucchini, aussi. il est si vieux que ça. Lucchini, il faisait l'arrivée à New York. Il lisait Céline. Il est si vieux que ça. Fabrice, si tu nous regardes. Et puis, le directeur de l'époque, Jean-Paul Lucet, moi, je faisais mes débuts dans les petits cabarets juste à côté, dans les petits cafés-théâtres. Il m'avait dit un jour, tu passeras ici, je te promets. Et il a tenu sa promesse. Je crois que je suis un des derniers spectacles qu'il ait fait avant de partir de ce théâtre. C'était en 2000. C'était en 2000, donc ça a une saveur toute particulière. C'est un magnifique théâtre à l'italienne. Et avec votre nouveau spectacle, vous y retournerez? Oui, parce que j'ai décidé de passer dans tous les lieux pour remercier le public de m'avoir suivi pendant bientôt 30 ans. Je vais refaire l'Accessoire, le café-théâtre de l'Accessoire qui est un peu plus vers les pentes de la Croix-Rousse. Donc des petites scènes des et puis petites des scènes grosses. et des grandes scènes. Et voilà, c'était un plaisir que je voulais me faire et j'espère le faire en public aussi. Si on faisait un repérage ce matin. On va les repérer. Allez, on repère. On y va. Quand tu te retournes sur ces 50 dernières années, Oui. puisque bientôt tu vas les fêter, tu te dis que tu as eu quoi? Tu as été chanceux, tu as été travailleur, un perfectionniste, tu as de l'exigence dans la vie. Ah, il faut toujours un peu d'exigence, un peu d'ambition aussi, forcément. Et, Ça te motive, l'ambition? Non, c'est, je dis, c'est souvent le souci du travail bien fait. C'est pour ça que j'essaye jamais de faire le même spectacle. J'ai eu un spectacle avec 20 musiciens, on est monté jusqu'à 27. Là, on est revenu à une formation un peu plus intimiste, mais c'est des multi-instrumentistes, donc c'est différent. J'ai un décor alors que j'en ai jamais eu. Je pense que je suis beaucoup allé en province et j'ai beaucoup été sur les routes. Et j'essaye toujours de m'améliorer. C'est ça. Mais c'est surtout la passion. Sans mon ami Georges Blanc, qui est un grand chef, il dit sans passion, point d'élévation. Ouais, c'est peut-être pas faux. Mais Laurent, on peut imaginer que, bon, au bout de toutes ces années, c'est facile, en fait. Un nouveau spectacle, on se dit, mais de toute façon, ça va marcher, puisque c'est du Laurent Gérard. Ah non. Celui-ci, c'était le plus dur. Avec beaucoup de doutes, j'ai beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de textes à apprendre. Et finalement, je suis très très heureux parce que je trouve qu'il est vraiment différent et c'est ce que je voulais. J'ai pas changé beaucoup de choses. J'aime pas le terme rôder un spectacle en province parce que je trouve que c'est irrespectueux par rapport au public de province. Déjà, j'en viens et j'essaie vraiment d'arriver avec un spectacle qui tient la route, quoi. Donc pour ça, il faut travailler. Il faut travailler, mais nous, on a la chance quand même de travailler en s'amusant. Problème de mémoire aussi? C'est difficile à retenir, mais non, j'ai beaucoup de mémoire. Ce qui fait que je refuse d'avoir un prompteur, une oreillette. Est-ce que c'est pas plus facile d'ailleurs de retenir un texte qu'on a écrit soi-même? Ah oui, ça, c'est un texte que j'ai écrit moi-même, quoique il y en a un qui est là, le bobo et le ringard, d'après le corbeau et le renard, là, que je fais en Lucchini. Celui-ci n'était pas évident à retenir. Ici, il y a une magnifique salle. Oui. Alors on va se faire un plaisir, on va y aller. Ah oui, c'est très très beau.
Laurent, donc vraiment cette salle classique, à l'italienne. Toi, bon, je te tutoie, je te vous vois, allez, on va se tutoyer. On se tutoie, allez, Bon, ça va il y a être un plus tutoiement simple. de métier, Oui. un tutoiement de théâtre. D'accord. Hop, voilà. Laurent, toi, quand tu venais ici, tu te mettais où? Tu te plaçais où? J'étais plus à l'orchestre? non, j'étais au poulailler parce que j'avais pas les moyens. Et je venais voir des spectacles. Et après, effectivement, j'y suis passé. Donc c'est toujours émouvant un théâtre. C'est pour ça aussi que je termine le spectacle par quand le spectacle est terminé et voir qu'un théâtre ça vit encore quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une âme comme dans beaucoup de lieux dans lesquels je suis passé. On sait ceux qui sont passés. Parfois ils sont plus là. Donc on se dit tiens, on est quand même sur les traces de ceux qu'on a admirés. On va regarder un extrait, plein de personnages, 72 personnages, rien que ça. 72 dans le nouveau spectacle, oui. Oh bah oui, j'avais une petite palette, je m'en suis servi. Donc des anciens, bien sûr, et puis alors des nouveaux, Forcément, ouais, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. des politiques. Oui, bah, bien sûr. Tu regrettes le départ de François Hollande ou pas? J'en parle dans le spectacle. Je dis que quand Nicolas Sarkozy a été battu, les gens me disaient vous avez perdu un bon client. Et quand François Hollande a décidé de pas se représenter, les gens dans la rue me disaient vous avez perdu un bon client. Mais en France, tu sais bien que dès qu'ils voient de la lumière, les hommes politiques ils reviennent. Donc même quand ils disent qu'ils s'arrêtent, on les revoit de toute façon. Et puis le nouveau, c'est Emmanuel Macron, évidemment. Voilà. Ouais. Alors lui, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune. C'est le ouais. plus jeune président qu'on ait jamais eu. C'est pour ça que je l'ai fait interviewer par Jacques Martin, autre Lyonnais, dans l'école des femmes. Regarde. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. C'est joli, ça dit donc tu es grand pour ton âge, hein? Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école, je suis à l'école de la République. C'est moi le plus jeune de la classe. Je suis en CP. En CP, en cours préparatoire? Non, en cours de présidence. Ah, c'est bien. Et tu as une petite copine à l'école? Oui, j'ai une copine. Et c'est qui ta copine? C'est la maîtresse. La maîtresse. Tous les enfants sont amoureux de leur maîtresse. Non, mais moi, c'est ma copine, c'est vraiment la maîtresse. Hein. On vit ensemble, elle s'appelle Brigitte. Brigitte. Je me console avec mes enfants. Parce que je suis une mère célibataire, mais je suis une mère, même si j'ai du mal à joindre les deux bouts. Quand je dis ça, c'est que j'allaite encore les deux jumeaux, là, puis c'est bien douloureux, là. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est René Charles. Ah, c'est un homme maintenant, il est pubère. Il est pubère. Toute la journée, il se tire sur le machin, là. C'est pas possible. L'autre jour, je suis rentré dans sa piole qui sent mauvais la chaussette, là. Il était en train de se tirer sur l'élastique devant un poster de Rihanna. Je lui dis, René Charles, c'est pas bien de s'astiquer devant la concurrence. Toujours vivant, rassurez-vous, à 50 ans, toujours debout. Je suis remonté, bien énervé. Accrochez-vous, ça va barder. Souvent, tu dis, Laurent, que tu aurais aimé en fait, être chanteur. Oui, c'est pas que j'aurais aimé être chanteur, c'est que j'ai toujours chanté. En fait. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours chanté. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie et je crois que j'ai l'oreille un peu aiguisée à ça. Et j'écoute beaucoup de musique, de chanteurs, de chansons bon, pas très Française, actuelles. plutôt. Français, non, du jazz, de la musique classique, de l'opéra. J'adore aller à l'opéra. Les opéras sont des lieux aussi magiques. Non, c'est vrai que j'aime chanter en règle générale. En revanche, j'ai un vrai souci, c'est que je peux pas chanter avec ma voix si c'est une chanson connue ou qui correspond à un personnage que j'imite. J'ai obligatoirement le réflexe. Tu as rencontré Céline Dion? J'ai rencontré une ou deux fois, oui, je l'ai rencontré Elle a à de Las l'humour. Vegas, oui. Elle m'a dit on se connaît nous autres. Si c'est ta job, continue. Donc, non, elle a de l'humour. Et puis surtout, malgré toutes les moqueries à son égard, j'ai une grande admiration pour la femme de scène, enfin l'artiste. On n'arrive pas à ce niveau-là par hasard, hein, quand même. Elle fait du show. Ah bah oui, elle fait chaud et Ouais. puis c'est une grande vedette, c'est une grande interprète. Alors toi, tu es un bon vivant, ça on le sait, on Oui. sait que tu aimes bien manger, mais Oui. ça se voit pas trop, ça C'est va? gentil. Il Ouais. faut que je fasse attention un petit peu quand même. Ouais. Là, je me dépense sur scène. Alors, tu connais évidemment toutes les bonnes tables d'ici. Oui. Alors, il y en a de différentes. Il y a les fameux bouchons, Oui. qui sont des bistrots en définitive. Oui, on bouchonnait les chevaux, c'est-à-dire que les gens s'arrêtaient. Et puis, il y a ce qu'on appelle les mâchons, c'est-à-dire que les ouvriers, les canuts à l'époque se levaient très tôt
avec les métiers à tisser, notamment à la Croix-Rousse. Et ils avaient faim, à 9h, ils avaient faim. Donc on avait ce qu'on appelle le machon. Donc on mangeait une petite graine, quoi. Une petite graine? Non, c'était une grosse graine. Ça pouvait être du gratin d'andouillette, du saucisson. Donc c'était le machon. La tradition existe encore, puisque pendant le Festival Lumière, on a fait découvrir ça notamment à Quentin Tarantino et C'est chic. à certaines personnes qui étaient venues là. Ça fait partie de la tradition lyonnaise, le machon. C'était vraiment pour les gens qui travaillaient très tôt. Et puis, évidemment, les restaurants gastronomiques. Alors, on s'est rendu justement dans 2 restaurants très différents. Celui de Florence Perrier, qui s'appelle le Café du Peintre. Et puis un autre qui, lui, a 2 étoiles, que tu connais bien. Oui, Mathieu Vianney. Oui, bien sûr. On a le même âge. C'est la Mère Brasier. C'est la Mère Brasier, mythique Mère Brasier. On y va. Il est 7h30 du matin et nous sommes aux Halles de Lyon. Les Halles de Lyon, c'est le garde-manger de Lyon. On y trouve tout, ce qu'il y a de plus beau. Ici, nous sommes à l'épicerie comptoir Mère Brasier. C'est ma halle, voilà. On fait la boulangerie, la charcuterie, la pâtisserie, où on essaye de faire partager à tout le monde ce qu'on aime, quoi. Moi, ici, je suis un peu comme chez moi, hein. C'est une source d'inspiration, c'est enrichissant sur le plan humain, on discute, on rencontre d'autres chefs, puis ça fait envie, quoi. Moi, quand j'arrive aux Halles, j'ai envie de tout acheter, il faut que je me raisonne. Là, nous arrivons dans la boulangerie, au labo. Et moi, ce que j'aime, c'est l'odeur à la sortie du four. On travaille ici tous les jours à faire des nouveaux pains, encore meilleurs, plus digestes. La cuisine lyonnaise est une cuisine généreuse, donc il faut des pains généreux pour aller avec ça. Pâté croûte, toutes les charcuteries, c'est quand même typiquement lyonnais, donc on va s'en taper une tranche, hein. Voilà. Notre problème, c'est qu'on mange tout le temps. Mais on aime bien manger le matin. On appelle ça, quelque part à Lyon, c'est mâchonné. Le mâchon. Bon, les pâtés croûtes se sont beaucoup améliorés, je trouve, depuis qu'existe le championnat du monde du pâté croûte. On va se diriger vers le labo charcuterie, où on fabrique les fameux pâtés. On a du riz de veau, du foie de volaille, donc on triche pas sur les produits qu'on met dedans. Et à partir du moment où on triche pas, vous avez un produit extraordinaire. Je fais ce métier pour ça, pour pouvoir travailler ces produits-là. Et moi, j'essaye de travailler le plus possible avec les produits de la région. Depuis des décennies, on mange bien à Lyon. Donc, ils sont initiés, ils savent ce qu'ils mangent. Ça rigole pas avec les Lyonnais. C'est pas toujours facile. Là, c'était bien agréable, cette petite promenade, mais il faut aller s'occuper des clients. On va se préparer au service et vous allez voir, c'est chaud. J'ai repris le restaurant d'une mère lyonnaise. La Mère Brasier était la première femme 3 étoiles au guide Michelin. Elle a ouvert ici en 1921. La cuisine lyonnaise a toujours été inspirée par les mères. Les mères lyonnaises étaient, pour la plupart, employées dans des maisons bourgeoises. Quand elles ont quitté les familles bourgeoises, elles se sont installées à leur compte. Elles ont ouvert des bouchons. Qu'est-ce que ça veut dire, une cuisine de mère? Souvent, c'était une cuisine généreuse, une cuisine de partage. La mère lyonnaise, par définition, c'est quelqu'un qui ne gaspille pas. On utilise tout. Donc, elle faisait beaucoup d'abats. L'artichaut foie gras, la quenelle, la tripe, la poularde demi-deuil. Foie de veau, riz de veau, c'était pas cher à ce moment-là. Je trouve ça intéressant. Toujours aller puiser dans le passé pour faire une cuisine d'avenir. Par rapport à ce que font les chefs aujourd'hui, c'est tellement sophistiqué que, oui, on peut considérer que c'est simple ce qu'on fait, mais l'important, c'est de choisir des bons produits, c'est de faire quelque chose qui a du goût. Mais vous savez, le plus dur en cuisine, c'est de faire simple. Quand on travaille dans un lieu comme ça, oui, c'est inspirant. Et surtout, je fais ce métier pour essayer de toucher l'excellence. Je suis fière d'être mère lyonnaise. C'est un beau challenge de continuer cette tradition. Laurent, alors ici, c'est le temple de la gastronomie. Oui, les Halles Paul Bocuse. Bocuse. Oui. Attention. Les mythiques Halles Paul Bocuse, avec Alors, tous des beaux qu'est-ce qui se produits. passe? Il y a une ambiance incroyable. Ah oui, tous les jours, c'est comme ça ou c'est seulement parce que tous tu es les là? jours, non, tous les jours. Tous les jours, les Lyonnais aiment se retrouver. C'est quand même la capitale de la gastronomie. Comme on peut le voir, nous avons quelques beaux produits. Dis-moi, c'est quand même un peu roboratif tout ça, non? Oui, mais on travaille beaucoup. Donc ici à Lyon, on travaille beaucoup. Jésus et saucisson cuit. Jésus, oui, absolument. Jésus est de la là. rosette. Donc c'est la seule rosette que j'aurai jamais. T'as toujours refusé les décorations, toi? Oui, à moi. Le mérite agricole, j'accepte. Ah, le poireau. Le poireau, oui. Mais non, je pense que
Je la donnerai à titre posthume à mon grand-père qui était un héros de la guerre. Mais moi, j'ai pas. Toi, tu préfères les produits d'ici Oui, du terroir. Voilà, donc avec des sauces. Oui, non, pas forcément. Hein. Des oreilles de cochon grillées, c'est très bon aussi. Hein. J'ai vu des belles oreilles de cochon. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ces mouvements véganes, la pâtisserie sans sucre, sans gluten? Oui. Mais encore? Ouais, il y a des modes. Je crois qu'il y a des modes. Non, moi j'ai la chance de pouvoir manger tout. Alors peut-être qu'il y a des intolérants, il y a des gens qui ont des intolérances. Moi je suis intolérant à rien. Non, c'est la mode du vin bio moi, qui m'énerve. C'est surtout parce que je trouve pas ça très bon. Je crois que le vin, c'est pas. Enfin, j'ai jamais bu un vin bio vraiment intéressant. Regarde, c'est sympa, Ouais. ils nous ont servi Bah alors écoute. de, je sais pas quoi, de Saint-Véran, je crois. Ah bah très bien. Bon, et bio, non. Pourquoi? J'ai dit, je sais pas, je sais pas comment ça va vieillir. Chaque fois que j'en ai bu, je me suis rarement régalé. Ça va faire plaisir à ceux qui nous regardent. Non, mais pour c'est certains. bien. Non, qu'on fasse raisonner, mais qu'on mette des grosses étiquettes AB vertes partout, même le bouchon est vert. Enfin, bon, c'est la mode. Alors, parfois, je rentre dans un restaurant, je dis, vous avez du vin bio? On me dit, oui, gardez-le bien pour les Parisiens. Merci. Ton affiche? Oui, sans elle est modération? particulière, ouais. Ben oui. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? En fait, je voulais mettre une bouteille avec une étiquette avec ma tête. Et puis je me suis dit, on va se priver à cause de la loi E20, on va se priver d'un tas de panneaux d'affichage. Alors du coup, sans modération, je cherchais un truc avec la tournée, la QV 67, etc. Puis j'ai dit, sans modération, c'est pas mal à notre époque, où on est un petit peu, on fait attention un peu à tout. Je trouvais que c'était intéressant. Tu as l'impression d'être subversif? Ah oui, j'espère. Ça, tu le souhaites, en fait. C'est Oui. une posture que tu aimes. Il faut être moqueur, j'aime bien le terme moqueur. Je pense qu'il faut avoir du recul par rapport aux choses. Je suis entouré aussi de gens un petit peu comme ça, mais avec les auteurs, on rigole, on dit, on peut le dire, oui, je crois qu'on va pouvoir le dire, ça. C'est bon, allons-y, parce que maintenant, les phrases sont un peu enlevées de leur contexte, transformées. C'est notamment sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai pas tout ça, alors je regarde pas. Au moins, je suis assez content de pas être dépendant de ça. Cette société de consommation et de surconsommation ici, c'est affolant. Tout ce qu'on voit en nourriture, en alimentaire. Ça t'écœure pas parfois? De quoi, la bouffe? Ah non, jamais. Non, de surconsommation, non. Quand on surconsomme des conneries à longueur de journée sur Internet, ça m'énerve, mais quand on consomme des bons produits, ça va. Toi, tu es assez engagé. Non, trop non. Si tu fais quand même des activités, tu soutiens des associations. Oui. Non, je suis souvent sollicité pour être parrain de choses autour. C'est étrangement, puisqu'on est ici au Hall, mais c'est souvent autour de la bonne chère, autour du vin, autour de la transmission, parce que j'aime bien ce mot, la transmission. On transmet les recettes, on transmet le savoir, il est aussi dans le partage. Je suis atterré, par exemple, qu'au restaurant, on mette de la musique parce que c'est un endroit où on partage, qu'on autorise que des gamins à jouer avec des tablettes au restaurant. Non, c'est un lieu où on se rencontre. De grandes décisions ont été prises à table. De grandes histoires d'amour sont nées à table. Donc, Notamment la tienne actuellement. on s'est retrouvés à table plusieurs fois. Et peut-être bientôt encore pour vos 10 ans. Peut-être. Vos 10 ans de vie commune. Et on parle de Christelle. Et elle t'a fait un très beau, une très belle surprise. C'était à la fin de la tournée en 2016. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je lui ai dit, mais est-ce que je vais avoir une surprise pour ma dernière? C'était la dernière du spectacle d'avant. T'es comme les enfants, toi. Je veux une surprise. Ouais. C'était à Lyon. Et en fait, tous les chefs, les grands chefs, tous les toqués, qui sont vraiment toqués, sont venus me faire la surprise, sont venus sur scène. Il y avait notamment aussi Colette Sivilla, qui est une institution ici. Il y avait de la charcuterie. C'était très léger. Hein. Mais il y avait des grenouilles de Christophe Marguin. Il y avait Mathieu Vianney, qu'on a vu dans le reportage. Et c'est vrai qu'ils étaient tous là. Et ça m'a ému, parce que Lyon, c'est à la fois, effectivement, la gastronomie, mais aussi le cinéma. Et j'ai eu la surprise d'avoir mon ami Thierry Frémaux aussi sur la scène. Et on a les images. On t'a fait une petite surprise ce soir. En tant que président des Toques Blanches, je suis venu avec 2-3 amis. Florence Perrier, Mathieu Vianney de la Mer Brasier,
Olivier Paget de l'âme sœur. Donc on t'a fait un petit peu de foie gras, un petit peu de saumon, un petit peu de grenouille de la Dombe. Mais tu sais, à Lyon, il y a la cuisine. Oui. Et puis il y a une autre chose qui est importante à Lyon. Oui, le cinéma. Il y a le cinéma. Oui. Donc il y a un monsieur qui est là. Monsieur Thierry Frémaux. On a voulu tous ici, tous les amis de Laurent, fêter ça. Avec Laurent, quand on est tous ensemble, on rit, on chante, on partage. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore très fort pour ce soir et pour tous les autres soirs. Merci beaucoup. Laurent, on arrive en plein festival, c'est l'avant-dernier jour. Oui. Et alors, il paraît que pour le Festival Lumière, tu mets des grandes croix sur ton agenda. Oui, absolument. Depuis 9 ans, je ne veux rien d'autre qu'être au Festival Lumière, effectivement. Tu es cofondateur? Je suis membre fondateur. Ouh là 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 là. J'ai cet honneur. Alors, il y a Membre Thierry, fondateur. bien sûr, qui en est le directeur. Instigateur, le directeur. Avec Tavernier, quand même. Avec Bertrand, bien Ah, sûr. Bertrand oui. Tavernier, C'était là. surtout une idée formidable dans la ville des Frères Lumière, dans la ville du cinéma, de faire un festival qui n'est dédié qu'au cinéma et aux amoureux du cinéma. Ici, c'est un lieu extraordinaire, mémorial. Oui, très émouvant d'être ici, où est né le cinéma. Le premier film des Frères Lumière, c'était ici, la sortie des usines Lumière. Et voilà, il se passe quelque chose quand on est là. Est-ce que tu te sens légitime dans le milieu du cinéma? Oh, je ne sais pas si je suis légitime, en tout cas, je suis cinéphile. J'aime le cinéma, j'ai fait des études de cinéma. Et j'aime les acteurs, j'aime les réalisateurs, j'aime les compositeurs de musique de film aussi. Le cinéma fait partie de ma vie. Toi, en tant que comédien, pour le moment, tu as fait de la fiction télé. Oui. Jamais de cinéma. Si, quelques apparitions. Ouais. Dans le film de Nicolas Vanier. Oui, et puis avec Christian Carillon, dans Mais fais ce qu'il te plaît. Et, Mais il te manque le grand rôle. ben, je sais pas, mais j'ai pas beaucoup de temps parce que moi, je suis souvent sur les routes et sur scène. Donc, effectivement, les films, quand ça se prépare, C'est plusieurs mois. c'est plusieurs mois avant. Moi, les tournées, c'est pratiquement un an et demi avant. Donc, effectivement, c'est compliqué, mais j'adore ça. J'ai adoré ces expériences-là, en tout cas. Tu as joué ici le film Monsieur Paul. Oui, Monsieur Paul, et puis l'escalier de fer. On a tourné des parties ici. C'est vrai que c'était aussi une expérience intéressante. Monsieur Paul, Le film c'était sur Paul historique. Touvier. Sur hein, Paul Touvier, sur bien la sœur sûr. Touvier. Et toi, tu jouais le rôle de l'investigateur, Oui, de enfin, Jacques le de Rogy, journaliste. qui avait à l'époque traqué Touvier pour l'Express. Mais moi, qui suis un féru d'histoire, et notamment de toute cette période-là, à cause de mon grand-père, notamment, qui était dans la résistance dans cette région, voilà, il y a eu un parallèle assez troublant, d'ailleurs, sur les recherches que j'ai faites sur mon grand-père et ce film qui parlait de ça. Oui, mais alors, Mon cher Thierry, merci d'être là. On m'a dit d'entrer. Hein. Oui. Je fais une entrée Discipline. D'être dans vos lieux, merci. Et c'est vrai que tous les deux, vous êtes assez étonnants parce que vous paraissez comme ça, extrêmement différents, et vous êtes hyper complices, presque des frères. À quoi on peut attribuer ça? Aux belles rencontres de la vie, voilà. Je sais pas comment ça se définit, mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est rejoints sur plein de domaines. Lesquels, Thierry? Le cinéma, d'ailleurs, au tout départ, le cinéma, Oui. puisqu'on s'est rencontrés. Non, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est avec Woody Allen. C'est un concert de Woody C'était un Allen. concert de Woody Allen. Et que Woody était... À New York? Non, ici, à Vienne. Et puis ensuite, il était passé par là et on s'était vus. Ensuite, c'est le cinéma. C'est Clint Eastwood. C'est une voix que tu avais faite dans un film DreamWorks. Et Oui. je vous avais accueilli à Cannes. Après, on s'est rendu compte qu'en effet, on parlait beaucoup de cinéma. Puis, on s'est rendu compte qu'on se parlait beaucoup de chansons. Oui. Donc le point commun, c'est quand même la chanson. La chanson, la littérature aussi, le Tour de France. Enfin bon, La montagne. Moi, La montagne, lui, oui, il c'est est un grand la, montagnard. Laurent, c'est la Maurienne. Et moi, c'est la Romanche. La montagne nous a rapprochés beaucoup aussi. Pas le ski, on n'a jamais skié ensemble. Non. Mais, oui, non, mais c'est comment on appelle ça, Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et c'est un peu comme ça que les choses se sont faites très naturellement. Ici, on est en plein festival. Il se terminera donc demain. Et c'est vrai que je pensais à Cannes, où là, c'est un tout autre rôle. C'est un travail de 10 mois de l'année. Hein. Comment on arrive à se partager? Et puis surtout, pour les téléspectateurs, la différence
C'est quoi? C'est plus décontracté ici? C'est informel? Il y a moins de compétition ou même il n'y en a pas du tout? Non, oui, c'est un peu ça. C'est presque les deux choses sont inversées. D'abord, il faut dire que Louis Lumière fut le premier président du premier Festival de Cannes, celui qui n'a pas eu lieu en 1939. Et Cannes, c'est le cinéma contemporain. Ici, c'est le cinéma classique, l'histoire du cinéma. Cannes, c'est les professionnels. Ici, c'est le grand public. Cannes, c'est la compétition. Vous l'avez dit, ici, il n'y a pas de compétition. Et Cannes, il y a quelque chose d'un tapis rouge à la fois officiel et glamour et nécessaire. Quand ici, les artistes qui sont là sont pas là pour faire la promotion d'un film récemment sorti, mais pour partager avec le public, avec la presse, avec nous, leur amour du cinéma. Vous, Laurent, vous pleurez souvent au cinéma? Ah oui, j'adore ça. J'adore ça. Je pleure beaucoup au film muet, c'est vrai. Oui, mais j'adore ça. J'adore être ému au cinéma, ou par une chanson d'ailleurs. Hein. Une chanson peut me faire pleurer aussi. C'est ce que disait Frédéric Dard, les larmes, c'est le trop-plein de l'âme. Moi, je vous emmène, mais peut-être que vous connaissez Thierry, je vais vous emmener dans un couvent. Non, je connais. C'est le couvent des Tourettes. Ah oui. Qui abrite en ce moment, c'est à une vingtaine de kilomètres de Lyon, la Biennale d'art contemporain qui a lieu à Lyon jusqu'à janvier, le 7 janvier. Et vous allez y découvrir un endroit incroyable qui a été construit par Le Corbusier. Le couvent de la Tourette a été construit entre 1956 et 1959 par Le Corbusier. Il y a une apparente rigueur, une apparente austérité. Pour nous qui faisons vœu de pauvreté, ça nous va bien. C'est une architecture, vous savez, qui nous renvoie beaucoup à nous-mêmes. Elle n'est pas là pour nous distraire, au contraire, elle nous renvoie vers l'intérieur, et vers la lumière, et vers la vie. Et moi, ça fait 15 ans que j'habite là et j'y suis heureux. Nous sommes 11 frères à vivre dans le couvent. Donc ici, ces grands corridors sont des chambres qui sont destinées à nos hôtes. Au bout s'arrête l'hôtellerie, puis commence la partie avec nos chambres à nous. La chambre a une proportion qu'a définie Le Corbusier qui s'appelle le modulor, des proportions autour du corps humain. L'homme au modulor touche le plafond, 2,26 m, et quand il écarte les bras, il touche les deux murs, 1,83 m. On est royalement logés, hein. Ils sont contents, les prêtres, mais ils sont anti-réglementairement logés. Ils ont des dimensions qui n'ont rien de commun avec les règlements médiocres et moyens qui enserrent la construction dans des impasses. Le choix de l'architecte, qui peut surprendre de la part de religieux de faire appel à un architecte aussi avant-gardiste que Le Corbusier, c'est parce que c'est très dominicain d'être vraiment en contact avec le monde moderne, de ne pas avoir peur du monde moderne, du monde contemporain. Et aujourd'hui, si nous exposons des artistes contemporains depuis une dizaine d'années, c'est dans le même esprit, c'est la continuité. Et la ligne un peu de ces expositions, c'est d'inviter des artistes qui vont venir dialoguer avec l'œuvre architecturale de Le Corbusier. Vous voyez, on n'est pas dans une salle de musée, on est dans un chef-d'œuvre architectural. Cette année, l'artiste que nous avons invité, c'est l'artiste Lee Ufan, qui est coréen, qui a 80 ans. C'était un vrai défi de se confronter à l'architecture de Le Corbusier, qu'il a ressentie de façon assez violente. Il dit c'est une architecture très autoritaire, brutale. Et finalement, il a souhaité, en créant ces installations, humaniser Le Corbusier. Ici, nous sommes dans une chambre dite de silence. Le Corbusier disait « J'ai construit ce couvent pour offrir aux hommes ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, le silence et la paix. » Et je trouve que cette œuvre de Lee Ufan entre admirablement en écho à la phrase de Le Corbusier. Et je ne vous cache pas que le soir, quand il y a peu de visiteurs, j'enlève mes chaussures et je vais m'asseoir quelques minutes dans cette chambre de silence. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment unique comme expérience. Nous voici dans l'église, qui est un vaisseau considérable, dans lequel Le Corbusier a mis en scène l'arrivée de la lumière. De voir cette église qui a 50 mètres de long, qui a 16 à 20 mètres de haut, où il n'y a rien dedans. Il y a du béton. J'ai fait mon travail d'architecte. J'ai apporté un peu d'espace ineffable à la disposition de gens qui sont des types. Là aussi, les œuvres des artistes prennent place au cœur même de notre vie religieuse. Beaucoup de Lyonnais sont venus voir des expositions ici en disant « Nous découvrons le couvent que nous ne connaissions pas ». Donc, merci les artistes.
On vient de voir ce couvent. Tu connais pas ce couvent? Non. Tu pries, toi? Il y a une forme de croyance? Oh, Saint-Émilion, Saint-Joseph. Saint-Amour, c'est pas mal. Ah, bien. Là, on est sur les berges. Oui. Bon. Il y a de l'eau. Alors moi, je me souviens, on avait tourné quelque chose sur la Seine, oui, avec la brigade fluviale. Absolument. Et de plus, c'est ainsi qu'on avait appris aussi que tu vivais dans un immeuble qui donnait sur la Seine. Absolument, mais j'adore l'idée de l'eau. En tout cas, ça donne une vie, il y a un truc. À Lyon, il y a donc 3 fleuves, hein. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Lequel préfères-tu? Non, mais j'aime bien les deux. J'aime bien les rivières, les fleuves, tout ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est très cabrelien, c'est mon côté Cabrel. Les rivières, les cailles. Ce sont des personnes que tu rencontres quand tu parles justement, on parlait de Lavilliers tout à l'heure en aparté, Cabrel. Ce sont devenus des amis? Bernard, oui. Bernard Lavilliers, oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis quelques années, qui est un grand spécialiste de la chanson et qui est un vrai poète et avec qui on partage beaucoup de choses et beaucoup de belles choses, de belles valeurs. Voilà. Il y a une fidélité en amitié chez Laurent? Oui. Ouais. Bah oui, ça vient. C'est peut-être un peu le côté les fils uniques qui se créent des familles. Hein. Ouais. Ça t'a manqué de ne pas avoir de fratrie? Non, pas vraiment. Sincèrement, pas vraiment, parce que mon métier m'a permis de faire tellement belles rencontres que voilà, j'ai plein de gens formidables que je croise au gré de mes tournées, de mes voyages. Ici, tu vois, il y a des gens qui se baladent, qui promènent leurs chiens, il y a beaucoup de vélos. Je te verrais bien en vélo. Moi. Oui, très bien, oui. Oui. Mais j'ai arrêté la drogue. Mais non, je plaisante. Pourquoi tu les aimes pas? De quoi? Non, mais ici, ça va. Ça va. C'est à Paris qu'on empêche les gens de circuler à cause des vélos. Mais est-ce que tu peux être un contemplatif? Tu en as besoin pour ton oui. métier? Je l'ai été, oui, bien sûr. Je peux m'arrêter. Je suis plutôt du genre à aller vite, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, je suis parti au Botswana et là, j'étais contemplatif. Je regardais la nature. Quand je suis à la montagne aussi, je regarde les fleurs, les plantes. J'aime ça. Non, je sais m'arrêter, hein. Heureusement. Heureusement. Et est-ce que pour écrire tes sketchs, tes textes, tu as besoin de regarder, d'observer? Nécessairement, il faut un grand sens aigu même des autres. Certes, mais c'est un peu inconscient. C'est-à-dire que je ne vais pas faire forcément la démarche. Je vais remarquer des choses. Peut-être que je vais les percevoir différemment, on va dire du commun des mortels, parce que mon oreille et mon œil sont aiguisés à autre chose depuis toutes ces années. Mais oui, voilà un con, par exemple. C'est une piste cyclable. La dictature du vélo, mais c'est les mêmes qui roulent sur les trottoirs. Voilà, c'est fait. Ah, ouais. Il y a un quartier ici qui est très, très nouveau, qui date, je crois, de 2005. C'était des friches. Et puis ça a pris vraiment beaucoup d'allure, d'essor. C'est un quartier que tu connais, qui s'appelle Confluence. Oui. Ah, j'ai vu naître même, parce que Gérard Collomb m'avait emmené quand il y a eu l'inauguration du premier appartement là-bas. C'est vrai que c'était un quartier qui ne vivait pas. Et je crois qu'ils en ont fait quelque chose d'assez vivant. Moi, j'aime bien y aller. C'est ce qu'on appelle un éco-quartier, de plus. Oui, je crois que il y a une marina, c'est assez joli. Il y a des commerces, il y a des restaurants. C'est un autre quartier de Lyon. Hein, c'est devenu un autre quartier de Lyon. C'est vivant, puis c'est pionnier oui. En plus dans son architecture. Alors on s'y est rendu avec Magali Defer et avec Nicolas Manson. Alors là, on est au cœur de ce quartier de la Confluence côté Saône. La Confluence, c'est un grand quartier de Lyon. Il n'existait pas dans les têtes il y a encore une quinzaine d'années. Tout ce qu'on a imaginé dans ce morceau de la ville, ce sont les ingrédients d'un centre-ville contemporain. Il fallait donner envie de venir se réinstaller ici, parce que c'était pas dans la tête des gens très évident. C'était un quartier qui était relégué, c'est un quartier post-industriel où on n'avait pas spécialement envie d'aller quand on était lyonnais de souche. Il y avait le marché de gros, donc c'était le Rungis local. Il y avait des prisons de Lyon. Donc on a préservé comme ça des bâtiments qu'on a pu reconvertir. Et puis ensuite, on a évidemment beaucoup démoli et surtout beaucoup dépollué. La Confluence, c'est la ville du XXIe siècle. 7 navettes électriques autonomes, sans chauffeur. C'est une première mondiale.
expérimenté ici à la Confluence. On a très tôt misé sur l'innovation environnementale. Ces 3 bâtiments ont été conçus pour être des bâtiments à énergie positive. Les garde-corps et les protections des balcons sont faits avec des panneaux photovoltaïques. Ça veut dire que cet ensemble va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est une première en France. Il y avait 6 000 personnes qui travaillaient dans ce quartier. Il y en a à peu près 15 000 aujourd'hui et il y en aura 25 000 quand on aura terminé d'aménager l'ensemble du territoire. J'ai créé ma société il y a 1 an à Confluence. Immeuble moderne, immeuble sécurisé. Hop, 2e code. Et le 3e pour la fin. C'est un peu Fort Boyard ici. Confluence, en fait, c'est un peu le nouveau quartier innovant. Nous, c'était l'image qu'on voulait avoir dans notre activité. On voulait, en premier temps, casser les codes des salles de réunion classiques et de faire un lieu beaucoup plus convivial. Donc, c'est vraiment la salle de réunion comme nous, on l'entend, nouvelle génération. En fait, le produit qu'on vend, c'est un lieu. Et donc, on trouvait que d'être dans un bâtiment qui respecte autant l'environnement, ça correspondait vraiment à ce que nous, on voulait vendre. Voilà. Même si des fois, on a des contraintes. Ces contraintes, c'est qu'en fait, vous pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Pour la première fois de ma vie, je dépends d'un immeuble. C'est lui qui va me dire la lumière va fonctionner ou pas. La température, c'est lui qui la gère aussi. Les stores, c'est lui qui le gère. Donc en fait, ça c'est très surprenant. J'ai mis 2-3 mois d'adaptation. Vous n'avez aucun interrupteur. Ça, c'est le truc qui est le plus étrange. L'hiver, il fait 21 degrés dans le local. L'été, il fait 26 degrés. Ça a été le point le plus difficile pour moi. Parce qu'on n'a pas ce contrôle de la température. Vous voyez là, typiquement, tout d'un coup, là, tous les stores se lèvent, on n'a rien géré. Il n'y a pas des bugs, des pannes de temps en temps? Oh, comme partout. Je trouve qu'état d'esprit vraiment là-dessus, c'est de nous dire que c'est plutôt à nous de nous adapter à l'environnement que l'environnement s'adapter à nous. Si on devait imaginer le quartier du futur, il serait là. Allez, on retourne sur les berges après Confluence. Là, ça, c'est l'ancien hôtel-Dieu, non? Oui, c'est ça. Et ça va devenir la cité de la gastronomie. Fin 2018. Oui. Ça a coûté cher, je crois. Derrière, il y a la basilique de Fourvière, la Croix-Rousse. Donc là, ce dont on parlait, la colline qui travaille et la colline qui prie, c'est ça, voilà. C'est de ce côté. Et toi, tu préfères celle qui travaille? Celle qui travaille, ouais. Oui. Mais celle qui prie, il y a une belle vue. Tu sais qu'on termine toujours les émissions en faisant tomber à l'eau nos invités. C'est vrai? Oui. Bon, ça va, il fait encore assez bon. J'imagine qu'en hiver, ça doit être plus compliqué. 50 ans, bientôt? Oui. Bon, c'est un tournant ou pas plus que ça? Je suis content de les fêter à l'Olympia. Oui. Déjà de les fêter tout court. De les fêter tout court. Et non, c'est un tournant, je sais pas. En tout cas, j'ai une belle vie. J'espère que ça va continuer comme ça. Et ça représente quelque chose? Ah oui, ça fait quand même bizarre. Ah oui? Ouais, ça fait quand même bizarre, c'est normal. Qu'est-ce que l'âge t'a apporté? Moi, je sais pas, j'ai pas vu passer les années, en fait. Donc, je suis très heureux. Donc, il faut le dire quand on l'est. Hein. J'ai pas eu de gros soucis. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai fait ce que j'avais envie de faire et dit ce que j'avais envie de dire. Donc, non, ça va. Si ça peut continuer comme ça, tant mieux. Tu te sens libre? Oui, ça, c'est mon moteur. C'est la liberté, oui, effectivement. Il y a un signe là qui vient nous dire au revoir. Oh, voilà. C'est un signe, non? C'est un signe. Oui, c'est ça. On lui fait un signe de la main. On lui fait un signe de la main. C'est que demain, on aura l'ex-ministre de l'Intérieur. Oui. C'est pas le maire de Lyon. C'est pas le maire de Lyon. Non, ce sera pas Gérard Collomb, mais ce sera Bernard Cazeneuve. Bon. Tu l'imites pas encore? Non, pas encore. Bon. Mais il paraît qu'il a beaucoup d'humour. D'après ce qu'on m'a dit. Très bien. Écoute, on le testera demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir... On n'a pas beaucoup bu de thé, on n'a pas beaucoup bu de café. Non, on a bu plein d'autres choses. Mais on a fait lyonnais. Ça, c'est vrai. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe. Vous étiez très nombreux à nous accompagner durant toute cette émission. J'espère que cette émission vous a plu. Elle sera rediffusée bien sûr cette nuit et vous pouvez la revoir sur France TV. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre confiance. On était à Lyon, on était drôlement heureux d'être à Lyon en compagnie de Laurent. Et nous, on se jette à l'eau. Voilà, c'est ça. Attention. Adieu. Ah, peut-être pas, finalement.